très content que tu es venu nous voir. Bah, merci Willy, c'est cool. On se voit régulièrement, on se croise, mais venir ici dans le fauteuil, ça va nous changer un peu, quoi. Absolument. Je viens de lire ton dernier ouvrage, mais avant d'aborder ce qu'il y a à l'intérieur, il y a un personnage qui m'intrigue un peu. J'aimerais bien que tu m'expliques comment tu l'as créé, qui elle est. Parle-nous un peu de Anna Barthomeu. Anna Barthomeu, alors c'est une policière genevoise, donc qui travaille à la police judiciaire, euh, qui est une flic un peu atypique parce que elle est marquée par la vie. Elle avait une famille, elle avait un mari, des enfants qui sont adultes. Et puis un jour, elle a quitté son mari pour se mettre en couple avec une collègue. Et depuis ce jour-là, son mari a demandé le divorce, mais surtout ses enfants ne lui parlent plus. Donc elle est tombée. Et puis en plus, la collègue avec laquelle elle s'est mise, là, à son tour quitté, enfin pour des raisons qu'on découvre dans le livre. Et elle est tombée en profonde dépression. Elle a pris du poids, elle a fait un infarctus. Et voilà, c'est une fille qui va très mal. Comment se fait-il que les policiers ont toujours quelque chose de bizarre? C'est pour pimenter le récit, les faire surmonter un petit peu leur mal-être. Explique-nous un petit peu ce qu'on retrouve régulièrement chez différents auteurs. Hein. Oui, alors c'est vrai que je voulais éviter de tomber dans la caricature du flic alcoolique, ou parfois même toxicomane, on le voit. Et là, voilà, j'avais plus envie d'avoir une flic qui soit malade. Et notamment, elle est malade du cœur en particulier, elle a encore une fois ce surpoids. Maintenant, c'est vrai que dans la vraie vie, bon, moi je côtoie énormément de policiers avec mon job de procureur, et il faut le dire, hein, 80-90% des policiers vont très bien, sont entre guillemets normaux, ont une vie de famille, arrivent à gérer le tout. Mais voilà, il y a toujours un 10%, un 15% qui est un peu atypique. Et il peut y avoir des alcooliques, c'est vrai, c'est pas la règle. Je prends le cas d'un ami commun, on va parler de Thierry Wertz ou bien de Michel Claes. Vous avez évidemment de quoi, par votre métier, de découvrir mille et une choses. À partir de quand décide-t-on de faire le pas, de laisser un peu son job sur le côté pour mieux se consacrer à l'écriture? Qu'est-ce qu'elle a été l'élément déclencheur? C'est difficile à dire chez moi parce que ça s'est fait petit à petit. Donc c'est vrai que j'ai eu un déclic en 2010 quand je suis parti en vacances au Kenya. Je suis parti avec une seule lecture, c'était Le vol des cigognes de Jean-Christophe Granger. Je suis arrivé en vacances au Kenya, j'avais fini le livre, donc j'avais plus rien à lire. Et j'avais des idées de scénario qui me tournaient en tête. Et donc du coup j'ai profité de ces vacances pour écrire un scénario. Je suis rentré des vacances, j'ai écrit le bouquin. Et, voilà, j'ai mis le pied dans un engrenage et depuis là, j'ai plus jamais arrêté d'écrire. Après, il faut être réaliste, c'est extrêmement compliqué de vivre, financièrement parlant, de l'écriture. Donc, il faut être patient, il faut se faire connaître. Et puis, il y a l'autre métier, il y a le métier de policier, de juge d'instruction, de procureur qui nourrit aussi cette écriture-là. Et je pense que, voilà, j'aime pas forcément les ruptures abruptes, donc je démissionne petit à petit. Ah, tu fonctionnes comme ça, donc petit à petit. Donc. Exactement. D'accord. Moi, si tu veux, je suis... alors, j'ai été juge d'instruction pendant 12 ans, maintenant procureur pendant 12 ans, et ça fait 3 ans que je travaille à temps partiel. Je travaille à 70%, j'ai cette chance-là en Suisse de pouvoir le faire. Et au 1er janvier 2024, je vais encore réduire mon taux d'activité à 50. En revanche, je ne pourrai pas aller en dessous. D'accord. Parce que la loi l'interdit. Il faut assurer ses arrières, évidemment. Quoi. Oui, puis un procureur à 30% ou 40%, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Il faut quand même suivre les dossiers. Voilà. Au niveau des collègues ou de la hiérarchie, quel est le regard peut-être amusé qu'ils ont sur ce que tu as écrit? Alors, je dis amusé parce qu'on t'attend au tournant, sûrement. Hein. C'est une bonne question. Alors, effectivement, majoritairement, j'ai beaucoup de collègues procureurs ou juges au tribunal qui me lisent, non seulement dans ma région à Neuchâtel, mais dans toute la Suisse romande. J'ai beaucoup de policiers qui me lisent, là aussi à Neuchâtel, à Genève, à Lausanne, un peu partout en Suisse romande, même des policiers français. Et je dirais que c'est un peu comme dans tous les domaines de la vie, c'est-à-dire que les retours positifs viennent facilement. Les pensées négatives ne sont pas forcément transmises. Donc,
probablement qu'il y a des collègues qui n'approuvent pas ce que je fais, mais ils ne me le disent pas forcément frontalement. Probablement qu'il y a des gens qui m'attendent au tournant. Je suis quand même, comme tous les magistrats, surveillé par le Conseil de la magistrature, et donc chaque année soumis à une inspection de l'avancement de mes dossiers. Et j'ai cette pression-là de devoir faire en sorte que mes dossiers soient constamment à jour. Donc je suis même, c'est paradoxal, mais je suis même beaucoup plus à jour que la plupart de mes collègues parce que je me mets cette pression. Voilà. On m'attend au tournant, effectivement. D'autres qui t'attendent peut-être au tournant, mais peut-être avec un autre regard, les journalistes. Oui, alors effectivement. Et puis, bon, les journalistes, ça dépend lesquels. Hein. Il y a des journalistes, je dirais plutôt littéraires, qui couvrent vraiment le roman et le fond du roman. Et puis, il y a les journalistes qui, évidemment, jouent sur ma double casquette, écrivain, procureur, procureur-écrivain. On m'a poussé dans mes retranchements. Alors j'ai été stupide un jour, j'ai fait une photo torse nu qui me poursuit, qui me hante. C'est vrai que tu es bel homme. Hein. Je prends de l'âge, je suis moins sportif qu'à l'époque, mais bon. Et je me suis fait engueuler par ma mère pour cette photo. et par le conseil de la magistrature qui a trouvé que celle-là j'étais allé trop loin. Voilà. Ah, d'accord. Donc malgré tout, on t'a tapé un peu sur les doigts, gentiment avec une plume, avec un duvet, quoi. Avec une petite amende à la clé. Oui, ben ça, bon, si ça existe, on... Absolument. Voilà. Donc tu as parlé de ton premier roman, deuxième, troisième. Évidemment, en tant que, comme tu l'as dit, soit pour les policiers, soit pour les gens de la magistrature, vous êtes nourris de mille et un faits que vous avez croisés ou qu'un collègue a croisés. Mais au fil de ton écriture, au fil des titres, comment guides-tu un petit peu ton histoire littéraire? Alors, je me laisse aller par les sujets qui me parlent à un certain moment. Et ces sujets peuvent venir de différents endroits. Voilà. Alors, évidemment qu'ils peuvent venir de mon travail de procureur. Je précise aussi que le procureur en Suisse, je ne sais pas si c'est la même chose ou dans les mêmes proportions en Belgique ou en France, mais on va beaucoup sur le terrain. Donc, voilà, j'imagine. Hein, on assume des services de permanence, on va sur les scènes de crime, on travaille directement sur le terrain avec la police. Donc, j'ai évidemment des sujets du terrain, de mon métier qui viennent alimenter, ou en tout cas qui viennent parfois m'apporter une idée de base d'un roman. Pour d'autres, ça peut être un endroit géographique qui me parle. Je me dis, tiens, cet endroit, il est sympa pour poser une intrigue. D'autres encore, ça peut être un aspect historique. Ça a été le cas dans L'ombre du renard, ça a été le cas un petit peu dans Hérésique aussi, où je me suis dit, bah, tiens, dans L'ombre du renard, pour prendre cet exemple, c'était l'histoire du trésor de Rommel. Et je me suis dit, ça ferait une bonne intrigue contemporaine, mais avec ses flashbacks historiques. Donc, j'ai vraiment plusieurs sources d'inspiration. Les voyages peuvent t'inspirer aussi? Absolument. Oui. C'est vrai que dans mes romans, je voyage beaucoup. J'ai des romans qui voyagent entre la Suisse et le Kenya, en Croatie, en Laponie finlandaise. Après, en France, il y a dans l'Hérault, il y a en Corse, en Polynésie française, dans les Larmes du Lagon. C'est vrai, dans le philatéliste, on voyage un peu moins. On sort un petit peu des frontières suisses pour aller du côté d'Annecy, mais pas beaucoup plus loin. Oui, c'est très, je veux dire, c'est plus local ici. Quoi. C'est beaucoup plus local, oui. Et pour la petite histoire, je suis en train d'écrire le deuxième, enfin la suite pour octobre 2024, avec un petit chapitre à Bruxelles. Et je me suis rendu compte que c'était pas si évident. Et je suis actuellement en train d'écrire ce chapitre-là, et je l'ai réservé pour mon déplacement à Bruxelles pour aller refaire un repérage sur les lieux. Un repérage, c'est vrai que c'est tout à fait différent dans l'écriture que faire un repérage ou des recherches via les réseaux sociaux, via ce qu'on trouve sur Internet. C'est vrai que quand on est là, qu'on a les odeurs, les parfums, les bruits, c'est tout à fait différent. Quoi. C'est exactement ça. En plus, c'est un chapitre qui va se passer sous la pluie. Alors, j'espère pas forcément qu'il pleuve au moment où j'arrive dans cet endroit-là, mais bon, ça, je peux imaginer le même endroit sous la pluie, même s'il ne pleut pas. J'aurais plus d'1 millier de parapluies ici dans la cave. J'en ai déjà remis quelques-uns à un ami restaurateur ici. La parapluie en Belgique, c'est incontournable. En Suisse, souvent aussi. Alors, on ne va rien dévoiler de ton ouvrage, parce qu'encore une fois, je trouve que bien souvent, des journalistes ou des blogueurs en racontent de trop. Oui. Je n'aime pas, il faut laisser au lecteur la curiosité, au lecteur d'aller activer sa curiosité de voir ce qu'il y a après la 4e de couverture. Tout à fait. Mais tu abordes quand même de gros sujets. Je ne vais pas parler de tous les sujets, mais il y en a un vraiment, c'est sur le harcèlement.
Oui, absolument. As-tu vécu personnellement le harcèlement? Alors, je ne l'ai pas vécu en tant que victime, ni en tant qu'auteur, mais plutôt en tant que témoin. En tant que témoin. C'est un harcèlement à divers niveaux, mais notamment premier niveau, au niveau scolaire. Voilà. Et c'était un harcèlement. Dans le livre, c'est des scènes qui se passent en 1984. Et c'est vrai que 1984, moi j'avais 13 ans, j'étais aussi à l'école à ce moment-là. C'était le jeu, quoi. Exactement, exactement. Aujourd'hui, le harcèlement scolaire a pris une autre Oui, forme aussi avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les professeurs, les éducateurs sont plus là pour resserrer les boulons. Absolument. Mais à l'époque, comme tu dis, c'était un jeu, quoi. C'était ça, c'était ça. C'était un jeu qu'on pouvait considérer comme inoffensif, qui l'était à mon avis pas du tout, qui pouvait, à mon avis, profondément marquer le psychisme d'un enfant. Mhm. Et puis, voilà, j'ai assisté à des scènes entre harceleurs et victimes dans mon collège, et assisté passivement parce que, peut-être un peu par lâcheté, parce qu'on n'a pas envie de s'interposer, on n'a pas envie d'en prendre une, hein, comme on dit aussi. Et parfois bêtement, peut-être, ça m'est arrivé de rigoler du côté des harceleurs, mais parce qu'on ne sait pas comment se positionner. Et aujourd'hui, c'est des scènes qui me reviennent, voilà, je m'en veux de peut-être pas avoir été... J'avais pas la maturité pour réagir à ce moment-là. Mhm. Bon, c'est vrai qu'on peut, dans beaucoup de cas, avoir de la résilience sur beaucoup de choses. On peut avoir aussi un oubli, on a tourné la page. Mais bien souvent, il suffit parfois d'un simple souffle sur les braises pour les réactiver. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai que dans le philatéliste, sur ces flashbacks, je vais pas les détailler, mais il y a certains détails de ces flashbacks qui sont réels. Peut-être pas les pires, mais il y en a certains qui sont réels. Alors tu parles évidemment du mal-être, on peut parler aussi, et je reviens sur ce qu'on a dit tantôt, le mal-être des policiers. C'est vrai que là, on a deux, trois personnages, dont même un qui a été mis sur le côté. Est-ce que c'est possible d'aller un petit peu le rechercher alors qu'il a été mis sur le côté? Comme dans le livre, bon, dans le livre, ça se fait un petit peu... En storytelling, comme on dit ça à Bruxelles. Voilà, exactement, mais je comprends l'expression. Comment on peut dire ça chez vous? Oh, ça se fait de manière un peu cachée, un peu Voilà. officieuse. Tu vois, Enfin, c'est le terme bruxellois, ouais, storytelling, quoi. ça me va très bien. Je trouve pas un terme comparable en français, mais enfin en Suisse. Oui. Euh, oui, alors on peut toujours jouer avec les limites de la loi, et puis là en l'occurrence, Anna Barthomeu va rechercher ce collègue qui est temporairement suspendu par l'IGS en fait, et on peut l'imaginer dans la réalité. Oui. Mhm. Dans la construction du roman, tu as oublié les restaurants. Ces gens n'ont pas beaucoup mangé en réalité. Ah, tu me le fais remarquer. Alors, j'avoue que dans les précédents livres, c'est vrai que ça m'arrive assez Oui. fréquemment d'envoyer Oui. mes protagonistes au restaurant. Or ici, je me suis dit, mais quand est-ce qu'on va aller manger, quoi? Est-ce que vraiment ils ne le font pas? Ils vont à Annecy un soir chez Françoise Laubert, qui est un personnage, une responsable de la poste Oui, de oui, oui. Savoie. Mais c'est vrai qu'ils ne mangent pas forcément. Non, c'est dommage. Non, Hein. non. Ils se font livrer de la nourriture thaï, je crois, chez Mitch, sauf erreur. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai, tu me le fais remarquer. J'ai oublié de les envoyer manger. Annecy, Besançon, c'est loin l'un de l'autre? Annecy-Besançon. Ouais, Parce que si tu on voyages parle un peu dans la région. Tu vas un peu plus sur Annecy. Oui, Annecy, c'est grosso modo à 45 minutes de voiture de Genève. Voilà. Besançon, si on commence à calculer en temps de trajet, je pense que c'est facilement 1h30, voire 2 heures. Probablement plutôt 2 heures de voiture. Oui. Mhm. Mais on fait le tour des bureaux de poste. Absolument. Oui. Alors en fait, le philatéliste, si tu veux, c'est un polar qui m'a été, j'allais dire commandé, mais c'est pas le bon terme, parce que je travaille jamais sur commande. Je refuse de travailler sur commande parce que... C'est une suggestion qui est venue un jour. Quoi. Suggestion. Et cette suggestion est venue de la chargée de communication de la Poste suisse. D'accord. Elle est venue me voir une fois en dédicace, elle m'a dit bonjour, je travaille pour la Poste suisse, je suis la chargée de communication, et est-ce que vous pourriez pas un jour écrire un polar sur l'univers de la Poste? Et je me souviens de ma réponse ce jour-là, je lui ai dit écoutez, non merci. Tout à fait poliment, mais je lui ai dit je ne travaille pas sur commande d'une part, et d'autre part, je ne connais pas l'univers postal, si ce n'est des connaissances
de tout un chacun, parce D'accord. qu'on utilise les services de la Poste. Mhm. Et puis, ça date d'il y a 2 ans environ, ça devait être en 2021. Ça c'est resté, ça a mûri un peu. Ça a mûri, et puis après coup, je l'ai revu, et je lui ai dit, écoutez, finalement, j'ai quelques idées, mais pour les concrétiser, il faudrait que vous m'ouvriez des portes. D'accord. Vous me mettiez en contact avec des gens de la Poste, qui puissent m'expliquer leur travail, et en particulier que vous m'ouvriez les portes du centre de tri des colis en Suisse romande. Et j'ai pu aller visiter ce centre de tri qui est similaire à un aéroport international, on va dire au centre de tri des bagages dans un Mhm. aéroport international, et c'est assez impressionnant. Est-ce que tu travailles sur plan ou bien tu travailles sur base d'un personnage que tu vas écouter, c'est-à-dire s'il a une réaction, tu vas suivre la réaction du personnage. Donc tu vas aller à l'improvisation. Est-ce que tu vas à l'improvisation dans l'écriture ou est-ce que tu as déjà un plan bien construit, bien charpenté au départ? Non, alors j'ai principalement un plan. Tu as un J'appelle plan un déjà. scénario vraiment relaillé. Il peut arriver dans la prédécoupe du scénario que sur certains chapitres, je me laisse des libertés et je me dis, tiens, on verra bien comment réagit ce personnage à telle ou telle situation. Mhm. Mais j'ai quand même un fil rouge duquel je ne vais pas m'éloigner. J'ai une idée qui me passe, je vais vite la concrétiser. Parle-nous de ton éditeur. Joël Dicker. Bah, évidemment, tu es un de ses Ouais, ouais, premiers poulains, tout compte fait. absolument. Bah, en fait, à ce jour, à part ses propres livres, Joël Dicker n'a publié que 2 auteurs. Il a Mhm. publié Marianne Wolf, qui est une universitaire américaine, dont il a fait traduire l'essai écrit en anglais, évidemment, Mhm. en français. C'est un essai sur la littérature. Et en fait, je suis le premier francophone à être publié chez Joël. Ça s'est passé ainsi. Le premier contact, je crois, remonte au printemps 2021. Ah, c'est tout nouveau ça Et alors. oui, ça remonte à 2 ans environ, un peu D'accord. plus de 2 ans. Et Joël est venu me voir. Mais vous vous connaissiez de plus tôt. On se connaissait, mais on ne se connaissait pas bien. On Ah, s'était d'accord. croisés une fois au Salon du Livre de Genève, on avait parlé. Il m'avait mis une fois un mot parce qu'il avait lu Aurora Borealis et il avait adoré. D'accord. Et puis voilà, un jour il me contacte, il me dit écoute Nicolas, je vais monter ma propre maison d'édition, c'est encore secret. Il l'avait d'ailleurs pas Mhm. encore communiqué aux médias. Et, et il m'a dit ben, cette maison d'édition, Rosienne Wolf, va être créée au 1er janvier 2022. L'année 2022 va être réservée à 2 choses, à la mise en place de ma maison et à l'affaire Alaska Sanders. Et il m'a dit, à partir de 2023, si tu veux, il y a une place pour toi. Et, On ne dit pas non à ça. et on ne dit pas non à Joël Dicker. Non, 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 on ne dit pas non. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de point d'interrogation quand même, Mhm. parce que on, on connaît tous, comment dire ça, la puissance de frappe commerciale de Dicker en tant qu'auteur. Oui, mais il avait aussi sa propre maison d'édition. Enfin, non, Alors il était chez Ixon, lui, Non, il était chez De Fallois. chez De Fallois. Il était chez De Donc, Fallois, il quittait quand même une grande boîte. Hein. bien sûr, bien sûr. Et il avait toujours dit aux journalistes à qui voulaient l'entendre que quand De Fallois cesserait, et en l'occurrence est décédé, et il ne voulait Voilà. pas que ses héritiers fassent perdurer la maison, il avait toujours dit qu'il n'irait pas dans une autre maison d'édition. D'accord. Et il a tenu parole. Mhm. Mais quand Joël Dicker donc, prend ce contact avec toi, tu as un frisson. Ah oui, bien sûr. Parce que toi aussi, tu as une maison d'édition, il faut voir dans quel état où tu es dans tes rapports avec eux. Mais Joël Dicker vient, te dit une opportunité, qu'est-ce que Bien je fais? sûr. Il faut longtemps pour réfléchir. Non, il ne faut pas longtemps pour réfléchir. J'ai eu la chance qu'il me contacte suffisamment tôt, ce qui fait que j'ai pu un petit peu aussi adapter les contrats avec mon précédent éditeur. Et à partir de Brume Rouge, j'ai demandé à ce qu'on supprime la clause de préférence pour le livre suivant. D'accord. Donc j'étais à partir de Brume Rouge totalement libre de quitter l'ancien éditeur à tout moment. Mhm. Mais je n'avais pas encore pris de décision définitive parce qu'il y avait quand même beaucoup de questions qui se posaient avec Rosienne Wolf. Je ne savais pas ce que vaudrait Dicker comme éditeur. Quel serait l'impact de son aura d'écrivain sur un premier Mhm. publié chez lui. Il y avait un autre point noir aussi pour moi au contrat, c'est que il avait créé sa propre collection poche, Rosienne Wolf poche, et moi j'étais au livre de poche, donc ça m'obligeait à quitter le livre de poche. J'ai demandé à Dicker, mais est-ce que tu ne serais pas d'accord de me laisser au livre de poche? Il m'a dit, écoute, j'ai pas créé Rosienne Wolf poche pour t'envoyer ailleurs. Donc j'avais pas trop le choix, c'est soit je prenais tout le package, soit je prenais rien. Et finalement,
j'ai pu jouer, enfin j'ai un petit peu obtenu le beurre et l'argent du beurre, parce que j'ai pu négocier avec le livre de poche, la Ça, c'est le reprise. procureur qui... Ouais, non, j'ai pu négocier avec le livre de poche la reprise de mes 7 premiers titres qu'on trouve aujourd'hui pas du tout ni en France ni en Belgique. D'accord. Donc je vais continuer d'avoir des sorties poche, normalement ces 7 prochaines années, Mhm. au livre de poche, en parallèle à Rosienne Folk. D'accord. Et des rééditions, peut-être? Alors, pour l'instant, Dicker et Rosienne Wolf n'ont pas racheté les droits des précédents, D'accord. donc ils restent formellement en main de Slatkin et compagnie. D'ailleurs, je m'entends toujours très très bien avec Slatkin et compagnie. Mhm. Euh, Ils vont sortir un collector de Rester chez vous et le calendrier Ah, d'après. Ils vont suivre aussi les sessions au livre de poche. Enfin, voilà. d'accord. Bon, je reviens toujours sur Joël Dicker, éditeur. Quand il découvre ton manuscrit, est-ce qu'il y a trop, trop peu? Est-ce qu'il le hachure? Est-ce qu'il coupe? Est-ce qu'il te... Comment ça s'est passé? Alors, Parce Joël, qu'évidemment, tu as ton style d'écriture, il a sa propre écriture. bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il a travaillé lui-même ou est-ce qu'il est entouré d'un staff pour ça? Alors, dans Rosienne Wolf, je dirais, il est entouré d'un staff professionnel à tous les niveaux. Mhm. Et en particulier d'une éditrice qui travaille pour lui, donc qui est vraiment la personne qui va faire le travail d'éditing sur Voilà. le texte. Mais néanmoins, Joël s'est impliqué lui-même dès le début. Il a lu Le Philatéliste 2 fois. Il l'a lu en premier une première fois. Il m'a fait des retours qui montrent qu'il ne l'a pas lu entre les lignes, il l'a vraiment lu très attentivement. Et il m'a demandé, pour la première fois de ma vie, d'ajouter des chapitres. Avant, on me demandait plutôt d'en couper. Mhm. Et il m'a demandé en particulier dans Le Philatéliste d'ajouter 3 chapitres plutôt vers la fin du livre pour un petit peu ralentir les scènes finales qui, selon lui, allaient trop vite. Je pense que le résultat, je pense qu'il avait parfaitement raison, le résultat final, voilà, il faut toujours écouter son éditeur, il faut toujours écouter les avis extérieurs aussi. Et il l'a lu ensuite une seconde fois, de nouveau très attentivement. Il m'a refait une ou deux petites adaptations, mais pas grand-chose. Et ensuite, il m'a dit, là, c'est bon, on peut l'envoyer en travail d'editing chez l'éditrice. Il y a encore eu, évidemment, le travail un peu plus usuel de relecture et de correction par l'éditrice. Alors évidemment, je reviens à toi. La marque de l'écrivain, c'est que tu as une subtilité incroyable pour amener le lecteur sur le tremplin de la piscine, pour commencer à l'osciller, mais on arrive fin de chapitre, il n'y a pas d'eau dans la piscine, mes amis, attendez, on passe à autre chose. Là, chapeau, hein. Ah, merci. Parce que chapeau, ça c'est un art, une subtilité de pouvoir dans le récit, qui est fluide, commencer à exciter vraiment le lecteur. Et puis, les amis, attendez, je reviens alors sur quelque chose, un autre chapitre, d'autre chose. Et puis on le redécouvre. Comment tu gères ça? Bon, c'est ce qu'on appelle techniquement le cliffhanger, mais alors je pense que je le gérais un petit peu depuis le début. C'est probablement que ça vient un petit peu de mon attrait pour le polar thriller version cinéma ou télé. Et surtout ces séries, genre séries Netflix où à chaque fin d'épisode on laisse un suspense. Et je pense que je l'ai encore plus développé pendant le Covid quand j'ai écrit Restez chez vous, qui était cette écriture au jour le jour où tous les chapitres étaient publiés les soirs sur Facebook. Et là, mon éditeur de l'époque qui me suivait dans l'aventure de Rester chez vous m'avait dit, là, fais gaffe, tu vas publier des chapitres tous les soirs, il est d'autant plus important de laisser des cliffhangers. Et je pense que cette phrase m'est restée, et tous les livres que j'ai écrits depuis 2020 sont encore plus marqués par ça. On parlait de Patrick Manoukian tantôt. Lui aussi, il a une autre technique, c'est de donner titre au chapitre avec les 3-4 derniers mots du chapitre en question. Oui. Ça aussi, c'est subtil. Hein, parce Absolument. qu'il faut pouvoir appâter le lecteur en disant tiens, je démarre quelque chose. Et déjà, son titre de chapitre est déjà quelque chose de captivant, qui est tout compte fait la chute. La chute du chapitre. Absolument. C'est Manouk. Oui, c'est Manouk. Voilà. Absolument. Quels sont tes grands projets? Donc tu m'as dit que tu es en préparation d'une suite. Oui. Alors j'en ai énormément. Dans la suite, il y a des personnages qui vont être là, qui vont s'asseoir, qui vont prendre de la carrure. Parle-nous un peu de ça. Alors je vais revenir normalement l'année prochaine, normalement en octobre 2024, avec un livre qui va reprendre de manière plus étoffée les personnages de la série Jameson, donc le procureur Jameson, sa greffière Flavie, l'agente infiltrée, on peut dire Tania Stoikai. Ils vont revenir, ils apparaissent en filigrane dans le philatéliste, et c'est un polar 2024 qui va être
peut-être plus thriller psychologique, peut-être plus, ça va être un peu un huis clos, pas entièrement huis clos, mais énormément un huis clos en prison et dans une prison pour femmes. Voilà. J'ai jamais fait ça. Il y a des frigos. Hein. Ah oui, absolument. Voilà. Donc j'ai ce projet-là. Oui. J'ai toujours, parce que parallèlement j'écris des polars pour les enfants de 10 à 12 ans, j'en ai deux qui vont sortir en 2024. J'ai un grand projet aussi sur lequel je ne travaille que très peu parce que c'est dans les mains de spécialistes, c'est l'adaptation en BD du Miroir des âmes, normalement qui devrait sortir en novembre ou décembre 2024. J'ai aussi un autre projet, eh bien, le 1er novembre 2023, on dépose un scénario du Miroir des âmes également chez Netflix. Le scénario a été préparé par un scénariste Netflix qui est un Suédois. On verra. Avec le cinéma, il faut croiser les doigts. Hein. Faut croiser les doigts, et surtout avec le cinéma où il y a beaucoup de projets qui sont initiés, qui n'arrivent pas forcément à terme. Rejoindre les Manceaux ou bien les Taquian et tout ça. Quoi. On va essayer. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, parlons un petit peu de l'avenir très proche. Où passes-tu ton week-end? Alors, le week-end ici à Bruxelles, donc c'est la 4e édition, sauf erreur, de Iris Noir Bruxelles. En tout cas, la 4e édition présentielle, si je faisais erreur. Donc c'est, je pense qu'on peut dire que c'est le salon du polar de Bruxelles. C'est le rassemblement. C'est le rassemblement, il y a des immenses têtes d'affiche, il y a Bernard Minier, il y a Sonia Delzong qui sont les parrains, il y a des auteurs suisses, on est en tout cas deux, il y a beaucoup d'auteurs français, il y a des auteurs belges comme Clarence Spitz, comme Salvatore Mini, et j'en oublie certainement encore, il y a Barbara Abel, j'imagine. Mais aussi. Comment se fait-il que ces auteurs se tiennent la main comme les auteurs de polar? Parce que les auteurs traditionnels, ils sont dans le petit coin ici. Ouais. Comment se fait-il qu'il y a cette ambiance, cette atmosphère chez vous? Je ne l'explique pas, mais dès que je suis arrivé dans ce milieu-là, on m'a dit, tu verras, les auteurs de polar, c'est sympa, c'est comme les auteurs de BD. C'est des copains, ils aiment faire la fête, ils s'entendent bien, il n'y a pas trop de concurrence malsaine, on va dire, comme on peut en voir apparemment dans ce qu'on appelle la littérature blanche ou traditionnelle. C'est vrai que pour avoir participé à des salons généralistes, comme on dit, et d'avoir vu des soirées avec des auteurs, certains auteurs, il ne faut pas faire des amalgames, mais certains auteurs de littérature blanche qui vraiment se montent la tête, on va dire ainsi, pour prendre une expression sympa. Voilà. Je préfère nettement le monde du polar. Alors qu'ici, s'il y a un trophée, ils ne sont pas seuls sur le podium, ils prennent tous les copains et en avant. C'est exactement ça. Tout à fait. Et s'il y en a, dans le polar, s'il y en a un qui gagne un prix, tous les autres sont contents pour lui. Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça dans la blanche. Pas du tout l'impression. Nicolas, je te remercie beaucoup. Merci Willy. On va titiller nos lecteurs, on va les inviter à découvrir le philatéliste. Et je dois dire, je me suis bien amusé. Mais, quel suspense. Un polar un peu timbré. Tout à fait. Ça, c'est le bon mot de la fin. Je te remercie beaucoup. Merci à toi.